Mathieu Bock-Côté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bock-Côté. Les jeunes de 18-34 ans utilisent de plus en plus l'anglais sur les réseaux sociaux, sur leur lieu de travail aussi. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'Office québécois de la langue française. De Montréal, je rejoins à Paris Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu! Bonjour! Et Montréal et Gatineau sont particulièrement visés par cette tendance-là. Est-ce que tu es préoccupé? Préoccupé, oui. Surpris, non. Et préoccupé est en fait un terme, je te dirais, en deçà de mon inquiétude. Oui. Je suis catastrophé pour une raison simple, c'est que l'assimilation, ce qu'on a appelé l'assimilation, c'est-à-dire le basculement des francophones vers l'anglais, la canadianisation identitaire et culturelle des Québécois, le fait qu'on perd notre identité progressivement en perdant la langue, chez nous c'est intimement lié, c'est pas dans quelques années, c'est pas si on continue ça va venir, c'est commencé. C'est commencé. L'assimilation, l'anglicisation, l'effacement progressif du peuple québécois est une réalité. Aujourd'hui, nous ne sommes plus... Il faut plus l'annoncer, il faut la constater. Et la seule question qu'on peut se demander aujourd'hui, c'est est-il possible de renverser la tendance? Renverser la tendance... Bon, les explications d'abord. Alors, j'en parlais hier avec Emmanuel Latraverse. L'explication, pour certains, puis j'entends, c'est le contexte numérique de l'époque. On est dans un contexte numérique qui fait en sorte que la culture produite aujourd'hui, qui happe l'imaginaire des jeunes générations, est une culture essentiellement anglophone, et la puissance culturelle du Québec n'est pas suffisante pour socialiser en français ou donner une forme de désir en français et de français chez les jeunes générations. OK, c'est vrai. Mais il y a un autre facteur qui me semble d'une importance capitale, ce sont les effets de 1995 et plus largement les effets de l'échec de l'indépendance. La langue s'inscrit toujours, on traite ça souvent comme une série de préférences individuelles. En 95, il y a eu un échec qui n'était pas seulement l'échec d'un référendum. C'est toutes les énergies qu'on avait investies collectivement. Alors, je dirais qu'on avait accumulé depuis 1837-1838 des énergies accumulées en se disant, bon, on va résister, mais un jour, le temps viendra de notre renaissance. C'est venu en 1960, et là, on s'est engagé dans un processus d'émancipation nationale qui a échoué en deux dimensions. L'indépendance a échoué, mais la reconnaissance de la différence vitale du Québec dans le Canada a échoué. Et ce double échec, mais surtout qui culmine dans l'échec de 95, qui est un échec crève-cœur, parce que les francophones ont voté oui à 61%, c'est quand même significatif. Ils ont été bloqués par une forme de droit de veto, en fait, de blocage communautaire, un vote soviétique. Le résultat, c'est que les Québécois sont dans une culture qui est fondamentalement une culture qui a de nouveau fait l'expérience de l'échec, l'expérience de la défaite, la norme québécoise est une norme vaincue. Et le cadre canadien dans lequel on évolue est un cadre qui fondamentalement traite le français comme un bibelot. Ce n'est pas la langue commune, ce n'est pas la langue nécessaire, ce n'est pas la langue qui structure la vie, ce n'est pas la langue qui structure l'imaginaire, c'est la langue parlée par les francophones qui ont les droits de se faire servir en tant que francophones, mais ce n'est plus la langue qui a le pouvoir. Puis qu'est-ce qui s'est passé depuis 95? D'ailleurs, c'est intéressant dans le langage. Le français devait, avec la loi 101, prendre le pouvoir. À travers ça, la majorité historique francophone s'opposait comme norme de la culture de convergence, comme disait Fernand Dumont. Là, on bascule dans toute autre chose. On dit les droits des francophones. Donc, on est déjà rentré dans une logique minoritaire où on défend notre droit de survivre encore 1, 2, 3, 4 générations. Mais quand on passe du langage du pouvoir au langage des droits, c'est qu'on a déjà perdu. Et là, ce que l'on voit en ce moment, c'est une accélération de la dynamique d'assimilation qu'on redoutait depuis longtemps. Et là, on est en plein dedans. Puis il faut pas penser que l'assimilation, ça se passe doucement. On en a parlé, toi et moi, il y a quelques mois maintenant, la fameuse chronique de l'Élysée, Identité anti-québécoise. Oui, dans les écoles. Un peuple qui devient minoritaire chez lui. Un peuple qui n'est plus capable de faire respecter sa langue, c'est un peuple que l'on méprise, que l'on va finir par vouloir tasser en disant « tasse-toi de là, mon oncle ». Parce qu'on va dire les marqueurs symboliques de la prédominance francophone vont être vus comme des privilèges illégitimes relevant du suprémacisme ethnique. Ça, c'est déjà le discours que tient le Canada sur nous, mais c'est un discours repris dans les jeunes générations. Donc, on a les conditions
non seulement d'une assimilation accélérée, d'une anglicisation accélérée, mais d'un effondrement linguistique. Et ça, si on ne pense pas le cadre politique, la dynamique idéologique, le contexte historique qui nous a conduit là, on ne peut pas penser le redressement. Et le redressement, ça peut pas être des campagnes de sensibilisation aux Français. Le redressement, ça peut pas être une série d'efforts individuels. Le redressement, c'est des gestes politiques tellement forts qu'ils envoient un signal comme quoi la situation ne peut plus tenir. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, si c'est pas le cégep français, c'est rien. Quant à moi, je suis convaincu d'une chose, sans l'indépendance, on est foutu. Ça, j'en suis convaincu. Mais là, je dis, avant le gouvernement au pouvoir en ce moment n'est pas un gouvernement indépendantiste. Très bien. Mais c'est un gouvernement nationaliste. On ne l'oublie pas. Ben, ce gouvernement nationaliste devrait comprendre que là, on est dans une dynamique où il faut renverser la dynamique par les institutions. Et ça, c'est le cégep français qui devrait être une mesure urgente, vu ce que l'on voit. Sinon, nous serons contemporains dans notre propre vie de l'effacement de notre propre peuple. Et pourtant, qui n'était pas cette mesure-là présente dans le plan qui a été présenté par le ministre Jean-François Roberge il y a quelques semaines à peine. Ah ben, c'est ce qu'on est plusieurs à avoir noté, c'est-à-dire le cégep français. Bon, moi, je me rappelle, j'avais 19-20 ans, je militais pour ça quand j'étais chez les jeunes péquistes, hein, cégep français. Je me dis que si on l'avait appliqué à l'époque, ça serait mieux aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, là, si on le fait pas ça, c'est qu'on fait rien. Faut juste être sérieux. Si on fait pas ça, c'est qu'on a décidé de consentir secrètement à l'effacement. Et pendant ce temps-là, le chef par intérim du Parti libéral, Marc Tanguay, lui veut franciser le Canada. Oui, ça c'est très drôle. En fait, il nous dit dans son idéal, c'est que d'ici quelques décennies, quelques années, la moitié des Canadiens soient capables de soutenir une conversation en français. Et là, moi, ça me rappelle une chose qui est assez drôle, en fait, c'est que le Canada est invivable pour les Québécois, même pour les fédéralistes, sans une fiction idéologique ou mythologique qui leur permet d'y adhérer. Je m'explique. Le Canada, à partir de la conquête anglaise, c'est un pays anglais où il y a une minorité française issue de l'histoire, mais que le régime veut balayer. Parce qu'on n'est pas capable d'accepter ce statut de conquis, ce qui est tout à fait normal, on va inventer de notre côté la théorie des deux peuples fondateurs et des deux nations, à laquelle les anglophones n'ont jamais souscrit. Ils n'ont jamais souscrit à ça. Mais de leur côté, nous, de notre côté, on se faisait accroire ça. Ensuite, il y a eu aussi, il y a Henri Bourassa qui était là-dedans, mais t'es pas seul. On s'est fait accroire ensuite que ça, dans ce pays, on allait pouvoir y participer, donc en faire, on trouvait toujours une nouvelle fiction en quelque sorte pour justifier notre participation au pays. Puis là, dans les faits, qu'est-ce qu'on fait? Ben, notre situation est celle de l'effacement du français au Québec, là. On parle pas des provinces de l'Ouest. Au Québec, il y a un effacement du français et Marc Tanguay nous dit, mais non, on va franciser le Canada dans son ensemble. J'ai l'impression d'entendre quelque chose comme un discours tardif d'un émule inconscient du curé Labelle qui voulait, par le boulevard de la nationalité, opérer la reconquête démographique du Canada par le Grand Nord et par le Nord. On s'en souvient, là, c'était une espèce de fantasme de reconquête comme ça. Donc là, il nous explique qu'on va faire du Canada le fantasme trudeauiste absolu. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais. Mais c'est seulement dans la mesure où il brandit cette espèce de fantasme que le Canada lui demeure tolérable, lui demeure vivable. Parce que s'il n'y avait pas de ça, il serait obligé de constater qu'au Québec même, le français s'efface. Au Québec même, le français va disparaître. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Plutôt que de nommer la réalité qu'on a devant soi, on s'imagine qu'on va franciser la Colombie-Britannique, le Yukon, les territoires du Nord-Ouest, le Manitoba, l'Alberta, la Saskatchewan. Puis là, ça, on va reconquérir comme ça. C'est véritablement une forme de fiction compensatoire. À Sherbrooke, Mathieu, est-ce qu'on doit interdire les feux d'artifice? Non, mais ça, c'est lunaire, cette affaire-là. Parce que j'ai vu passer, donc c'est dans une maison de femmes violentées qui ont subi des traumatismes dans leur pays. Là, la maison demande, est-ce qu'on pourrait interdire les feux d'artifice parce que ça réactive les traumatismes des femmes violentées dans leur pays d'origine qui ont connu la guerre, des femmes migrantes et tout ça. Et là, on a envie de dire un instant, là, s'adapter dans un pays, c'est des gens arrivent ici demandant refuge, demandant l'accueil, demandant la protection, très bien. Mais vous n'arrivez pas dans un territoire indéterminé, vous n'êtes pas dans la poursuite de votre territoire d'origine. Au Québec, un feu d'artifice, ça fait partie du paysage, des fêtes, et ainsi de suite. Et si, lorsque vous arrivez quelque part, vous demandez, encore, mais on revient, c'est toujours le même satané débat, si vous arrivez quelque part, vous demandez, ouais, mais ça, cette coutume-là, elle me dérange un peu, puis cette manière de fêter, elle me dérange un peu, puis cette tradition, elle me dérange un peu, pourriez-vous les effacer, s'il vous plaît? Est-ce qu'on croit un seul instant que ça peut favoriser la concorde entre les communautés, entre les groupes? Si j'arrive chez quelqu'un qui m'invite à souper, je commence à lui dire, franchement, j'aime pas ta
décoration, change ci, change ça, parce que de toute façon, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Hein. Mon ex avait, elle aussi, un bibelot comme ça, puis j'ai pas envie de penser à mon ex ce soir, puis tout de faire dégager. C'est moi qui dois dégager dans ce cas-là. Alors là, je ne dis pas que les dames en question doivent dégager, évidemment. Je dis simplement qu'elles doivent s'habituer au pays où elles vivent. Et des feux d'artifice, c'est pas la poursuite de la guerre par d'autres moyens chez nous. C'est une manière de fêter. Et lorsqu'on décide, à Rome, fait comme les Romains, au Québec, fête comme les Québécois. Les feux d'artifice, c'est pas des obus tardifs jetés dans le ciel. Il y a moyen de s'entendre avec ça, sans virer au désir d'effacer la culture du pays d'accueil. Merci Mathieu, bon épisode à toi. Bye bye.